Bonsoir à tous. Du coup, merci beaucoup à la Fondation AAA, merci beaucoup Muriel. On est vraiment très heureux d'être là. D'autant plus que vous allez voir, on partage, j'allais dire, grandement les valeurs que vous développez au sein de la Fondation. Je vais en profiter également pour remercier les alumni de Mines Paris Tech qui sont venus et qui ont fait le déplacement également ce soir. Donc un grand merci pour être ici. Alors, vous avez faim, c'est la fin de journée, ils ont tous été brillants, donc il va falloir être court et aussi bien. Je vais vous dire quand même quelques mots, et je suis obligé, un ou deux mots. Il y avait une zapette qui est piégeuse, c'est ça, il ne faut pas se tromper. Il faut appuyer. Quelques mots quand même de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Je vais en dire que deux mots parce qu'on pourrait y passer une nuit, il faut avoir fait un doctorat pour comprendre les regroupements en France, donc c'est pas accessible à tout le monde. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas comprendre tous les sigles. On a des dictionnaires étymologiques à la sortie. Mais pour vous faire très simple, donc je suis Cédric Denis-Rémy, je suis directeur adjoint de l'École des Mines de Paris, qui est une école d'ingénieurs assez ancienne, mais qui a énormément évolué et qui, comme l'a dit mon collègue, est une sorte d'EPFL dans le domaine de la recherche et qui forme aussi des ingénieurs en tout petit nombre. Et on a une particularité, c'est qu'on est très bon, j'allais dire, en termes de ce qu'on fait, mais on est tout petit. Et quand vous êtes tout petit, il n'y a pas 50 possibilités, c'est soit vous faites de la croissance organique, soit vous faites de la croissance par acquisition. Et en gros, la croissance organique pour nous, donc c'est-à-dire multiplier par 10 nos flux d'étudiants, on ne sait pas faire. De la croissance par acquisition, c'est juste pas possible parce qu'en France, c'est fusionner, c'est très compliqué, mais je pourrais vous en parler après. Et donc, on a décidé de travailler un périmètre un peu plus large qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Je vais vous en dire, c'est comme l'Europe. Truc très simple, 28 établissements, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais il y a un point intéressant quand même, c'est qu'on a associé des écoles d'art, des organismes de recherche dans le centre de Paris pour travailler sur ces questions. Et au sein de cette communauté d'universités, qui est ce qu'on appelle une commu, qui est Paris Sciences et Lettres, je dirige cet institut des hautes études pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, il faut appuyer. Je fais attention, il y en a un qui s'est fait avoir tout à l'heure. Ah oui, c'est un bouton caché. Je l'ai. Voilà, donc l'école des mines tout petit, vous voyez, c'est 600 étudiants et encore on a compté ceux qui étaient en master à droite à gauche parce que sinon on n'atteint même pas ce chiffre-là, c'est 400 en fait, on les cache un peu. Par contre, on a quand même 230 chercheurs, ça c'est des vrais. Et voilà, et au périmètre de Paris Sciences et Lettres avec les autres institutions, on est quand même beaucoup plus gros et ça c'est l'intérêt. Ceci étant dit, passer après nos autres collègues c'est difficile, mais je voulais quand même vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'enseignement supérieur et la recherche. L'enseignement supérieur et la recherche, c'est des créations d'entreprises incroyables, des histoires fabuleuses. Je vais vous en parler, chez nous on a des histoires fabuleuses. On a fondé Criteo. Et des jeunes de l'école des mines ont fondé Criteo. Vous savez, quand vous allez sur Facebook ou sur un site internet, que vous avez acheté un truc il y a 2 jours et qu'on vous propose le même. Truc insupportable. Mais ça a été fait par des gens de chez nous. Alors on les a envoyés aux États-Unis parce qu'on ne les supportait plus. Ils ont levé plusieurs milliards, mais je vous en parlerai. Dans la recherche, c'est pareil. Donc dans la recherche, on a fait des spin-offs, c'est-à-dire des choses qui sont sorties des labos sur des technologies extrêmement avancées. Et on est extrêmement incité à déposer des brevets. Là, c'est la course aux brevets. Nos collègues du CE1 aujourd'hui qui sont là avec nous, c'est 650 brevets l'année dernière déposés. Nous, on a plusieurs milliers de brevets en stock. Le CNRS en a déposé 350 l'année dernière. C'est la course aux brevets. Et si on s'arrête quelques minutes et qu'on se pose la question, donc moi en tant que, il faut qu'on ait un accélérateur, il faut qu'on ait un incubateur, il faut que nos jeunes ils montent des boîtes, il faut qu'ils fassent des unicorns, des licornes, etc. Et quand on s'arrête quelques secondes et qu'on regarde la photo, vous les connaissez, les trois ? Vous connaissez au moins celui de droite. Il a inventé quoi? Il a inventé 2 choses. Le premier, c'est « tu veux être mon ami ». Et le deuxième, c'est « j'aime bien ». Et avec ça, il a levé des milliards. Alors ce qui est intéressant en plus dans l'histoire, c'est que les universités après vont s'arracher en disant « c'est un ancien élève de chez moi », sauf qu'ils sont tous partis avant. Généralement, ils n'ont pas fini les diplômes. Alors ça, c'est vachement emmerdant parce que pour nous, on ne peut plus les mettre dans les stats, mais on dit à minima qu'ils sont passés là-dessus. Est-ce que vous le connaissez, lui? Alors lui, c'est le plus important, c'est Chris Moneymaker, c'est son vrai nom. C'est les patronymes américains des familles qui sont allées chercher de l'or. Alors qui c'est Chris Moneymaker? C'est ce qui a, et vous allez comprendre le parallèle assez vite, c'est celui qui a mis 28 $ sur une table, donc c'est un vrai geek, comme on l'appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est derrière un ordinateur et qui joue au poker en ligne. Et qui fait que s'il y a des gens qui jouent au poker en ligne aujourd'hui, c'est à cause de lui, parce qu'il a gagné des tours successifs, et il a gagné 2,5 millions de dollars à partir d'un premier tour en ligne. Donc il a passé toutes les étapes et il a gagné le fameux bracelet du World Poker Tour. Et ça c'était assez incroyable et tout le monde s'est mis à jouer à poker dans les années 2003-2004 au fameux Texas Hold'em parce que tout le monde s'est dit pourquoi pas moi?
Et on va y revenir, vous allez voir. Et celui du milieu, c'est peut-être le plus intéressant, c'est le moins connu, c'est Potier. Alors Potier, c'est un chercheur, hein, c'est un grand monsieur, un chercheur du CNRS. Alors vous savez, c'est le genre de figure très apprécié, c'est-à-dire un grand scientifique, grande connaissance, entrepreneur. Il a 2 brevets, bon, il en a plein, mais il en a 2, ça fait 400 millions d'euros, hein, donc 400 millions de francs suisses, c'est pareil, hein, vous savez, qui est pas près, de recettes pour le CNRS. Pourquoi? Parce qu'il a un produit qui est un blockbuster du groupe Sanofi, le pharmaceutique, qui fait le docétaxel, c'est le Taxotere, qui est un anticancéreux pour le cancer des poumons, et il trouve une méthode pour extraire les feuilles d'if et commercialiser ça. Il va sauver des tas de vies, alors c'est la belle histoire. Sanofi en vend blockbuster plus d'1 milliard rien que sur ce produit, et en plus il en a 2, donc 400 millions de recettes. Et quand j'enlève ces 400 millions de recettes du CNRS, eh bien il reste plus que 30 millions de recettes sur les 15 dernières années. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Ben, ils ont gagné au loto. Et ils ont gagné au loto, et tout le monde essaye de faire pareil. Alors c'est super, et tout le monde se dit, est-ce qu'on va gagner au loto? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de notre institut, et c'est les questions sur lesquelles vous allez voir, on va revenir, on va essayer de comprendre, puisqu'on est des ingénieurs, s'il n'y a pas moyen d'avoir quand même quelques déterminants pour changer la probabilité des 1 pour 18 millions sur l'euro million, pour essayer de passer à une probabilité de comprendre quelles sont ces fameuses briques, hein, avec des mots qu'on a entendus, écosystème, prise de risque, l'équipe, l'échec, etc. et comprendre ces éléments. Et je vais juste vous dire quelques mots. Ah, il y a un avant et un après. Je vais la retourner. Je vais la retourner plus près dessous. Voilà. Ça marche. Et donc de se poser des questions. Alors, votre collègue vous a dit en premier, ça s'appelle très bonne présentation, l'argent c'est pas important. Alors quand on veut faire une licorne, alors c'est pas la première motivation, mais c'est quand même un des éléments importants. Et donc il y a 2 façons, soit on a un produit et on arrive à le vendre et on part d'une petite entreprise, mais après si vous voulez bouffer tout le marché, comme ça a été fait pour les histoires de femmes de ménage, il y a un moment, il faut lever de l'argent. Hein, l'analyse d'ailleurs qui a été faite, il est où d'ailleurs le collègue qui a fait la présentation juste à l'instant? Il est juste là, qui a fait cette bonne présentation. On ne pouvait pas faire les scooters parce que il fallait de l'argent. Et donc une grande partie des entreprises vont rechercher de l'argent. C'est le modèle d'ailleurs américain. Il est important que je vous parle du modèle américain parce que c'est le modèle mainstream, même si c'est pas le seul qui existe. Hein, mais en gros qui consiste à avoir un MVP, ils en ont parlé, d'avoir un produit, de l'amener sur le marché et puis rapidement de lever beaucoup d'argent, quitte à cramer plus de cash que ce qu'on a pour assurer les levées. D'accord? Et en gros, je ne vais pas vous parler de tous les éléments, mais en gros quand vous allez faire votre série A à 2 millions de francs suisses sur le premier tour, derrière, là, on a changé, les venture capitalistes, ils vont chercher une croissance, en tout cas de la création de valeur, et on va enchaîner les tours là-dessus. Et ça, au final, c'est en gros 1% des boîtes qui arrivent sur ces éléments-là. Je vous ai amené juste un chiffre pour que vous l'ayez, c'est 140 milliards, 150 l'ordre de grandeur, milliards de dollars des fonds d'investissement qui vont chaque année dans un assez petit nombre de deals au final. Et ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel des deals, ils sont tous aux États-Unis. C'est plus de 70% des deals qui sont aux États-Unis. Et quand on parle des États-Unis, c'est pas n'importe où, c'est en Californie, dans la Silicon Valley, ça reprend encore 50 ou 60% à l'intérieur de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de l'argent ailleurs, mais quand même, ça vous donne une courbe en distribution qui est importante. D'ailleurs, quand on regarde les fonds d'investissement, il n'y en a qu'une dizaine dans le monde qui gagnent très bien. Alors par contre, ils gagnent très très bien. Les autres, la centaine est à l'équilibre et tous les autres milliers, ils perdent de l'argent. Donc ça c'est important parce c'est un vrai problème pour nous ingénieurs, c'est qu'on n'a pas le code, on n'a pas la séquence, on n'a pas l'ingénierie pour faire la success story à chaque fois. Mais on a quand même des briques. Et donc là, si on s'intéresse aux briques, on est allé regarder un petit peu les études. Donc ça c'est une étude qu'on a fait dans la Californie. Alors c'est une étude qui a été faite chez les Français. C'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi. On a demandé aux entrepreneurs français, essentiellement des anciens élèves de nos établissements qui ont réussi, qu'est-ce qui les intéressait dans cette baie de San Francisco, dans le petit écosystème en question. Et l'un des points qui était intéressant, qu'ils disaient, bon évidemment, il disait qu'il y a de l'argent, c'est clair, vous l'avez compris, mais il disait également la culture. Alors ça, c'était vachement surprenant, nous Français qui avons le monopole de la culture, comment les Américains pouvaient avoir de la culture? Alors là, c'était le choc. Et en réalité, on comprend assez vite quand on avance sur du qualitatif que en fait ce qui est intéressant quand il parle de culture c'est la diversité. Et ça c'est un des points importants qui a été soulevé, les ingénieurs, les avocats, mais on le sait, on sait que c'est une des briques importantes et c'est d'ailleurs
sur l'élection de Trump, vous l'avez vu, alors en étant en réserve, on n'a pas le droit de parler de politique française, mais j'ai le droit de parler de celle des autres pays. Quand il y a eu l'élection de Trump, ça s'est beaucoup bataillé sur ce point-là, notamment du côté de la Silicon Valley, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons mercantiles, hein, parce que c'est cette immigration-là aussi qui permet cette diversité et également ces éléments-là. Alors, les Parisiens, on vient vous parler un peu de Paris. Paris, la ville romantique, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paris est devenu la haute scène aujourd'hui, une des hautes scènes mondiales, clairement. C'est devenu un des hubs. Alors pour plusieurs raisons. Hein. L'une des raisons, c'est la densité de la ville de Paris. En fait, comme Paris est assez petit, qu'il y a eu des opérations immobilières, etc., on a aujourd'hui la plus grosse concentration au monde de mètres carrés dédiés aux accélérateurs, aux incubateurs et ce genre de choses. Et c'est en augmentation. Vous avez peut-être entendu parler du projet Station F qui n'est même pas là-dessus et qui va faire. Mais vous voyez, en l'espace de même pas 10 ans, c'était x30 le nombre de mètres carrés. On a aussi beaucoup d'entreprises françaises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de briques que je vais vous donner, les talents, les infrastructures, d'autres éléments, mais également, vous l'avez compris, un petit peu d'argent. Alors quand on se compare sur la question des licornes, parce que c'est un des indicateurs qui ne vaut pas grand-chose, mais qui est intéressant quand même. On en a une, deux, alors si on bidouille un peu les chiffres, on en met trois. Mais en réalité, on en a deux ou trois. On a Blablacar, Criteo, elle n'y est pas, puisqu'elle est cotée en bourse. Maintenant, Blablacar, vous voyez ce que c'est, hein. Vente privée, ça, les dames, oui, ça on voit. Les monsieur un peu moins, c'est un truc que vous achetez en ligne, etc. Et encore, vente privée, c'est la capitalisation, donc on pourrait discuter. Le dernier, c'est OVH. Pour ceux qui connaissent, c'est du réservation de nom de domaine. Voilà, on va en faire rentrer d'autres comme Devialet, etc., mais elles n'y sont pas. Hein, donc là-dessus, pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de cash. Hein, quand vous connaissez Snapchat. Hein, donc on est allé avec nos collègues visiter l'accélérateur de Stanford, de StartX. Ils disaient ah non, on voulait pas que nos élèves ils fassent des trucs parce que ça ne vont pas aller en cours. Vous savez, les profs ils sont quand même à côté un peu à l'ancienne. Hein. On veut pas que nos élèves ils fassent on veut qu'ils écoutent nos cours attentivement, religieusement. Et puis ils ont bidouillé les trucs et ils ont monté une application Snapchat. Hop, racheter 1 milliard. Ah, forcément, quand vous faites des rachats sur ce type d'éléments, ben voilà, ça change tout. Qu'est-ce qu'on a regardé nous ? On a regardé l'origine. Alors c'est une étude hein, qui vaut pas grand-chose, hein, ça ne vaudra pas le prix Nobel, mais c'est intéressant, on a passé un peu de temps avec mes collègues pour regarder trois choses. Quelle était l'origine des gens ? D'où est-ce que sont venues les idées ? Où ils ont fondé les headquarters ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude ? Alors Fontainebleau, c'est l'endroit au top en France. Parce que l'école des mines est implantée, premier point, et aussi parce qu'il y a l'INSEAD. Voilà. Mais ce qui est intéressant, premier point, vous êtes né à Saint-Pourçain-sur-Sioule ou Roquefort-la-Bédoule, vous avez l'idée du siècle, vous n'avez aucune chance derrière de réussir. Il faut impérativement, alors c'est délicat, et c'est pour ça qu'on a un collègue sénateur ici élu qui s'intéresse aussi comment est-ce qu'on fait, pas dans les grandes villes comme Lausanne ou Genève pour avoir, il faut être connecté à un écosystème. Sinon c'est très difficile de sortir, je ne vais pas dire impossible, mais on ne connaît pas l'histoire. Le deuxième point, c'est les headquarters. Rapidement, les sociétés viennent se placer aussi dans ces endroits-là. Pourquoi ? Pour les talents, pour attirer les talents. Et parce qu'il y a un autre point que je vais vous donner, c'est le cadre de vie. C'est-à-dire que le cadre de vie est également très important si vous voulez conserver aussi vos talents localement. Et bien sûr, les études, c'est là où vous avez les bonnes universités que vous allez retrouver ça. Tout ça pour vous dire qu'avoir les personnes, avoir les infrastructures, avoir le cadre de vie, avoir l'argent ne suffit quand même pas. Donc on parlait avec on revient d'une mission de Chine où on visitait les immenses parcs où il y a tout et pourtant ils ne sortent pas les produits qui devraient sortir. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aussi de ce que vous faites, de ce qu'on fait aussi différemment sur un autre élément et finalement c'est très proche, c'est d'être capable de mettre en réseau et de connecter ces personnes-là. Alors une fois qu'on a dit ça, cette fertilisation croisée, ça ne nous donne pas l'alchimie quand même. Hein. C'est-à-dire que là, nous les ingénieurs, on est encore un peu embêtés parce qu'on fait plein d'études sur la question, on n'a pas tous les éléments. Ce qu'on nous on a proposé, et ce qu'on a fait aujourd'hui au périmètre de PSL, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a lancé justement un programme exécutif, pour une douzaine de personnes qui sont avec nous ce soir, pour aller dans ces écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat, pour comprendre ce qui se passe, rencontrer les acteurs sur le terrain, dans tous les pays du monde, pour comprendre les différences, et pour nous la Suisse, c'est très proche, mais il y a aussi des choses qui vont nous intéresser en termes de différences, et il y a des vraies différences pour nous. De rencontrer un certain nombre d'intervenants en France, aux États-Unis, en Chine, un petit peu partout. Vous voyez, en plus, on fait des destinations sympas quand même, hein, on n'a pas pris les mauvaises destinations. Et c'est l'occasion de remercier évidemment les sponsors BNP Paribas et Groupe Valeo qui nous aident dans ce programme-là pour nous.
Et de terminer en disant qu'on a demandé quand même à nos auditeurs, et ça c'est ce que vous faites très bien, je terminerai là-dessus, on leur a demandé aussi de s'engager pour les jeunes, parce qu'on croit beaucoup à ça. D'ailleurs nous-mêmes on aurait aimé quand on était plus jeunes aussi avoir cette aide-là, et donc nos auditeurs doivent obligatoirement dans un contrat moral passer du temps avec les start-upers et les jeunes, ce qui veut dire que ce soir, si vous voulez prendre encore quelques minutes pour échanger avec eux, pour leur demander des contacts, pour leur demander du réseau, ben ils sont à votre disposition, ils le feront avec un très grand plaisir. Si vous êtes là le 17 juin à Paris, vous êtes les bienvenus, on aura un événement. Merci beaucoup.